Vous avez développé votre entreprise pendant des années et des années. Vous avez passé un nombre d'heures incalculable. Vous avez peut-être passé des week-ends, des soirées au bureau. Vous avez loupé des événements familiaux. Alors oui, au moment de céder, le prix c'est important. Mais c'est aussi important que tout ne s'écoule pas après 3 mois où vous n'êtes plus là. Vous ne voulez pas que le nom de votre entreprise soit synonyme de fiasco ou que vos salariés se retrouvent au chômage. Et c'est bien normal, vous avez raison. D'autant plus qu'il est fort probable qu'une partie du prix de cession ne vous soit pas encore payée au moment de la signature. Donc vous avez tout intérêt à ce que l'entreprise vive le plus longtemps possible après votre départ. Donc si vous vous posez la question de pourquoi certaines entreprises finissent au tapis au bout de 5-6 mois alors que d'autres continuent à prospérer pendant des années et des années après la reprise, vous êtes au bon endroit. Je vous explique les 8 raisons qui peuvent amener une entreprise à tomber en désuétude une fois qu'elle est cédée. Je suis Mathieu Kaczmarek, j'ai créé, repris et cédé des entreprises depuis 2013. De toute cette expérience et des rencontres que j'ai faites, j'ai écrit un livre. Vendre son entreprise, augmenter le prix de cession sans faire plus de chiffre d'affaires. À sa sortie, il a été classé numéro 1 des ventes sur Amazon et depuis, il l'est régulièrement. Donc dans cette vidéo, on va voir les raisons qui expliquent pourquoi certaines entreprises s'écroulent après le départ de leurs dirigeants. Mais aussi comment éviter que ça vous arrive à vous, quelles solutions pratiques à mettre en place dès maintenant. La première raison est la plus importante. Si l'entreprise est complètement dépendante à votre présence, que vous êtes l'homme orchestre, eh bien il y a un fort risque que le repreneur n'arrive pas à faire aussi bien que vous et finalement que l'entreprise s'effondre. Le risque pour vous, c'est que dès qu'un repreneur regarde votre dossier, eh bien il fasse une offre basse. Il va peut-être enlever 50% du prix juste parce que ce problème-là n'est pas résolu. Alors oui, dans une PME où il y a 5 ou 10 salariés, en général, le patron est fortement impliqué. Mais être impliqué ne veut pas dire qu'il y ait une dépendance entre l'entreprise et vous. Vous pouvez avoir délégué à des collaborateurs, vous pouvez avoir automatisé certaines choses, et finalement, vous avoir un rôle de coordination, plus qu'un rôle de vraiment chef d'orchestre qui va faire les percussions, les basses, la trompette, et ainsi de suite. Pour vous aider à mettre une délégation efficace, je vous mets en description un lien vers l'outil que j'appelle la pyramide PDA. Qu'est-ce que c'est la pyramide PDA? Ça veut dire qu'on va identifier toute la semaine les tâches que vous faites, vous, en tant que dirigeant. Et on va en créer une pyramide. P pour personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ces tâches-là. D pour délégable, ça veut dire que quelqu'un pourrait la faire en tout ou partie. Et ensuite, A pour automatisable. À ce moment-là, on peut sous-traiter à un logiciel que vous avez peut-être déjà et que vous sous-exploitez ou à une nouvelle solution. Et là, vous allez vous rendre compte, en fait, du temps que vous passez sur des tâches qui seraient facilement délégables ou automatisables. Et ça ne vous prendrait pas énormément de temps, en fait, de le mettre en place. C'est juste qu'actuellement, vous avez les yeux rivés sur le business du quotidien, mais au moment où vous pensez à céder, même si c'est 3 ou 5 ans à l'avance, il faut un peu prendre du recul et pouvoir vous dire, OK, qu'est-ce que je dois mettre en place structurellement? Et cette décision de déléguer, elle est vraiment structurelle, elle va vous faire gagner beaucoup d'argent au moment de la valorisation et aussi elle va vous permettre d'avoir une entreprise qui va perdurer dans le temps. La deuxième raison peut prêter à sourire. Mais si vos clients principaux ou vos fournisseurs principaux sont vos amis, ils pourraient très bien se détourner de l'entreprise une fois qu'elle a été transmise. En effet, si vous n'êtes plus là, il n'y a plus forcément de relation émotionnelle avec l'entreprise, que ce soit en termes de clientèle ou de fournisseurs, et donc les prix pourraient changer demain. Ou alors le client pourrait remettre en cause la manière de fonctionner, retrouver un autre fournisseur, ou alors il a un autre ami qui voudrait faire du business avec lui. Et donc ça, c'est des relations clés que vous devez gérer. La solution pour ce point précis, eh bien, c'est de limiter le poids de vos clients ou de vos fournisseurs stratégiques qui sont vos amis dans le chiffre d'affaires, que ça soit à la vente ou alors dans le chiffre d'affaires des achats. Ce sera beaucoup plus simple pour l'entreprise de savoir qu'elle a beaucoup plus de clients à servir et que si un s'en va, eh bien, elle est moins en péril que de savoir qu'il y a 3 clients majeurs et que si l'un d'entre eux s'en va, eh bien, il y a un énorme risque sur la poursuite de l'entreprise. Si vous n'avez pas le temps de diversifier les relations clients ou les relations fournisseurs parce que vous êtes pressé par le timing ou alors qu'il n'y a pas tout simplement d'autres choix, eh bien, essayez de sécuriser ces relations avec des contrats pluriannuels. Que ça soit un engagement à continuer à acheter pendant X années ou alors que ça soit un engagement à fournir encore pendant des années, eh bien, l'entreprise. Cette situation, si elle n'est pas réglée, elle peut facilement influer sur le prix de 30 à 40%. Ou alors, on va inclure des clauses de prix complémentaires. Ou alors, on appelle ça aussi earn-out. C'est-à-dire qu'une partie du prix de la cession ne sera payée que si le client reste ou que si le fournisseur continue à livrer aux conditions prévues. Et à ce moment-là, si ça se passe bien, eh bien, vous serez payé d'une partie du prix de la cession. La troisième raison, elle est également très présente dans les dossiers que je vois.
c'est la fatigue, le désinvestissement. Vous en avez peut-être marre de votre société, et ça peut arriver. Ou alors vous devez attendre que les enfants quittent la maison ou finissent leurs études pour pouvoir avoir une liberté financière que vous allez retrouver. Et donc vous continuez avec votre entreprise. Mais vous le sentez, vous avez moins de motivation, les chiffres vont peut-être baisser, ou alors vous ne réinvestissez pas dans du matériel ou dans des techniques, et donc vous devenez moins concurrentiel par rapport à d'autres sociétés qui seraient sur le marché également au même moment que vous. Parfois, je vois des situations où le dirigeant est fatigué. Il veut plus gérer une grosse équipe peut-être de 10-15 personnes, et alors il va pas renouveler son personnel, ou alors il va se mettre à licencier au fur et à mesure pour ne pas avoir à le faire à la fin. Si vous vous reconnaissez dans ces paroles-là, arrêtez les licenciements tout de suite, reprenez les embauches, parce que c'est ça qu'un repreneur va chercher. Il va pas chercher un job où il doit tout faire lui-même. Il voudrait une entreprise qui a encore ses 10-15 salariés qui font les chiffres. Donc pour ce point-là, ma solution, elle est simple. Parfois, elle est dure à entendre, mais c'est vendez. Vendez dès que vous sentez cette fatigue arriver. Idéalement, même vendez avant que vous sentiez cette fatigue. Pourquoi? Parce que vous en tirerez un meilleur prix de cession et vous pourrez rediriger votre énergie sur un nouveau projet avec des nouvelles envies et probablement de meilleurs résultats que de traîner un boulet qui vous traîne tous les jours, qui vous prend toute votre énergie, ne vous rend pas plus heureux et in fine ne vous apportera même pas de patrimoine privé au moment de la cession. Et ça vous permettra aussi de sécuriser le futur de vos salariés que vous ne voulez pas voir au chômage. Et d'ailleurs, en parlant de salariés, le 4e point est très lié à eux. Évitez les petits arrangements qui ne sont pas contractualisés. Accorder un vendredi après-midi à l'un, payer l'autre, pas tout à fait déclaré. Ce genre de petits arrangements font que l'image réelle de l'entreprise, sa rentabilité, n'est pas reflétée dans les bilans. Et ça peut créer aussi un problème pour le repreneur. Parce que votre salarié va lui dire « j'avais l'habitude avec mon ancien patron d'avoir ceci comme avantage ». Et le repreneur, lui, il n'est pas forcément au courant de cette situation. Et donc, ça peut créer de la frustration. Certains éléments pourraient décider de démissionner pour aller trouver mieux ailleurs. Ou alors, si c'était du cash et que le nouveau patron décide de ne plus en faire, vous allez vous retrouver avec des salariés qui vont être démotivés, qui vont perdre du pouvoir d'achat. Et cette situation n'est pas profitable pour vous sur le court terme ni sur le long terme. Dans tous les cas, je vous recommande d'être très transparent avec le repreneur sur ce genre de petits arrangements. Ça évitera que lui, il le trouve et finalement vous fasse payer le prix peut-être fort pendant les audits en faisant une forte décote. Et vous, comme vous êtes déjà projeté dans le processus de cession, vous êtes peut-être déjà la tête ailleurs, vous allez devoir accepter peut-être 50-60 000 euros de moins alors que vous êtes déjà prêt à dépenser la somme totale. Et il n'y a pas que les petits arrangements avec vos salariés que vous devez arrêter. La 5e raison, c'est d'arrêter les petits arrangements avec la loi. Si vous avez enfreint en toute conscience une réglementation ou une loi parce que ça facilite votre business et que vous ne vous êtes pas encore fait prendre, tant mieux pour vous. Le problème, c'est que l'État, lui, il a plusieurs années parfois pour revenir sur des situations. Et ça peut venir gâcher votre départ. Car dans tous les contrats de cession, il y a ce qu'on appelle une garantie d'actifs passifs. C'est-à-dire qu'en tant que cédant, vous garantissez que l'actif de l'entreprise et le passif de l'entreprise sont corrects, que vous n'avez pas enfreint de situation et donc on ne peut rien vous reprocher. Et ça représente une somme qui peut être de 20 à 30% du prix de cession, qui peut être bloquée sur un compte ou alors payée plus tard par le repreneur. Elle pourrait être grignotée par le repreneur. Pourquoi? Pour payer un procès de quelque chose qui a été déclenché de votre fait, c'est-à-dire avant la cession, mais qui n'a été découvert qu'après la cession. Et si vous avez commis des grosses infractions, il se pourrait aussi que ce montant ne soit pas suffisant pour que le repreneur puisse absorber ses frais. Dans ce cas-là, non seulement vous ne toucherez rien de cette garantie d'actifs passifs, mais vous mettez aussi le repreneur en difficulté. S'il y avait 100 000 euros de garantie d'actifs passifs et qu'il en coûte 200 000 euros à l'entreprise, ces 100 000 euros, c'est pour le repreneur, mais ça va aussi affecter la poursuite potentielle de l'entreprise. Donc encore une fois, on peut se retrouver avec une problématique de salariés qui se retrouvent au chômage, de nom de l'entreprise qui est sali, et finalement votre nom va circuler dans des problématiques judiciaires. Mon conseil peut paraître basique, mais faites tout dans les règles. Ça sera beaucoup moins de stress pour vous, pas de stress de vous faire piquer par un service de l'État ou autre pendant votre activité, ou alors pas de stress de savoir si l'argent va vous revenir ou pas à la fin des 2, 3, 4 ou 5 ans que la garantie d'actifs passifs couvre. Pour la 6e raison, je vous rassure, on revient dans les clous de la loi. On arrête d'enfreindre avec des petits arrangements, mais c'est aussi une problématique que le repreneur pourrait avoir. C'est l'âge de vos salariés. Si les personnes importantes dans votre entreprise arrivent à la retraite et qu'il n'y ait pas eu de préparation
à une succession, eh bien, le repreneur va se retrouver peut-être dans 1 an ou 2 avec un très grand trou dans le savoir-faire et dans le faire savoir de votre entreprise. Et c'est une problématique que les repreneurs identifient très bien, très tôt dans le processus. Pourquoi? Parce qu'ils vont demander la liste de vos salariés, leur âge, est-ce qu'il y a eu des provisions pour les retraites? Et donc, tout ceci, c'est des facteurs qui font que, eh bien, le repreneur va vous faire une offre qui est relativement basse, ou alors, encore une fois, où il va y avoir des clauses de prix complémentaires, burn-out, qui vont venir combler ce risque. Encore une fois, la solution peut paraître triviale, mais continuez à embaucher des personnes plus jeunes dans votre entreprise, continuez à les former, à les faire monter en compétences. Ce sera un facteur de risque en moins pour le repreneur et une poursuite de l'activité beaucoup plus sereine. La 7e raison réside dans le choix du repreneur. Si le repreneur que vous choisissez n'a pas forcément toutes les compétences, ou alors vous pensez qu'il ne va pas être un bon lien avec les équipes actuelles, dans la manière de voir les choses, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de communiquer avec vous, vous allez pouvoir anticiper comment ça va se passer avec les salariés. Donc choisir le bon repreneur, c'est un mix de plusieurs choses. Ce n'est pas forcément celui qui propose le prix le plus élevé qui est le plus adéquat pour votre entreprise. Tout dépend de où elle se situe, de son degré de maturité, du degré d'indépendance de vos équipes par rapport à vous et votre rôle. Bref, c'est un mélange complexe. Pour ce point-là, je vous encourage vivement à vous entourer de personnes qui ont l'habitude de traiter des sujets de transmission d'entreprise. Parce qu'on développe tous des compétences pour analyser quel va être le bon repreneur pour la bonne entreprise. Et ça, c'est un facteur clé du succès post-reprise. Enfin, on arrive à la 8e et dernière raison, celle qui pourrait faire encore capoter l'entreprise une fois qu'elle a été reprise. Et cette raison, eh bien, c'est un mauvais accompagnement du repreneur. Vous avez beau avoir choisi un repreneur qui a les bonnes compétences humaines pour s'entendre avec vos équipes, et aussi les bonnes compétences techniques pour pouvoir vous remplacer. Si vous ne l'accompagnez pas à voir les clients clés, les fournisseurs clés, le suivre dans les moments clés en fait de l'entreprise, eh bien, ça pourrait le déstabiliser. Il pourrait ne pas savoir qu'il faut regarder à droite à ce moment-là dans la direction quand il se passe telle ou telle situation. Tous les contrats de cession prévoient une période d'accompagnement entre le cédant et le repreneur. C'est normal. Il ne peut pas arriver demain, vous lui donnez les clés et vas-y, débrouille-toi. Donc, il faut faire de cette période une vraie période de formation pour lui. Imaginez qu'il ne comprenne pas, ou alors bien répondre à ses questions, ou alors anticiper quand vous voyez que les questions ne vont pas dans le bon sens, eh bien, n'hésitez pas à lui conseiller de voir ceci ou cela, qui est très important pour le fonctionnement de votre entreprise, que vous savez parce que vous le faites peut-être depuis 10, 15, 20 ans, et que lui, en tant que nouvel arrivant, peut-être qu'il a vu la même chose ailleurs, mais ça ne se faisait pas de la même manière. Et donc ça, c'est important de lui dire, OK, dans notre entreprise, ici, ça fonctionne comme ça. Il aura largement le temps lui-même par la suite, eh bien, d'adapter si ça ne lui convient pas. Mais au départ, eh bien, c'est important de lui montrer exactement comment fonctionne votre entreprise. Et c'est tout dans votre intérêt. Comme je l'ai dit au début, il y a sûrement une partie du prix de cession qui va être payée dans le temps, sur peut-être 2, 3 ans. Donc, c'est important que l'entreprise continue à être rentable pour pouvoir honorer ses engagements dans le temps. Et voilà, comme je viens de vous l'expliquer, il y a beaucoup de raisons qui font que l'entreprise pourrait péricliter après votre départ. Mon objectif quand je travaille avec les clients, eh bien, c'est d'optimiser leur entreprise pour éviter cette situation. Si vous voulez faire le point sur votre situation, savoir est-ce que votre entreprise est vendable actuellement, quels sont les freins qui pourraient eh bien, empêcher que ça se passe bien par la suite, je vous offre une session stratégique de 30 minutes. Vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse qui s'affiche ici et qui est aussi disponible en description. Et on prendra rendez-vous rapidement pour faire le point entre entrepreneurs qui veulent tous les deux la même chose, que vous réussissiez votre session. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à visionner ma dernière vidéo qui explique pourquoi, malgré le fait de mettre une annonce de session, parfois les entrepreneurs ne reçoivent aucun appel et aucun email.